Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, une petite vidéo pour faire un bilan de ce voyage au Japon. Alors, au moment où je filme cette vidéo, ça fait juste un peu plus de 2 semaines que je suis rentré du Japon, donc c'est encore assez frais. Il y a une partie de moi qui est restée là-bas, je pense d'ailleurs. Alors, pourquoi cette vidéo? Pour préciser certaines choses, parce qu'en fait, autant j'aurais bien aimé, au départ, j'étais parti avec l'idée de faire un vlog de mon voyage, sauf que faire un vlog, c'est très contraignant en réalité. Je m'en étais pas rendu compte, et très rapidement, je me suis rendu compte, j'ai pris conscience que s'arrêter, sortir le matériel, trouver un coin pour ne pas être dérangé et ne pas déranger les autres, tout en faisant des commentaires sur ce qui se passe autour, ça demande une organisation qui n'est pas compatible avec un voyage de vacances en famille, clairement. Donc j'ai laissé tomber ça, mais très rapidement, quasiment instantanément en arrivant au Japon. Et l'autre chose aussi, c'est que depuis mon retour au Japon, depuis que je fais comme tout le monde, hein, je raconte mon voyage, je montre mes photos à mes proches et mes amis, j'ai remarqué que c'est un peu toujours les mêmes questions qui me sont posées. Et je me suis dit que peut-être ces questions, si autant de personnes, toutes les personnes avec qui j'ai parlé, c'est pas des centaines, hein, mais toutes les personnes me posent ces questions-là, il est peut-être vous les posez aussi, en fait. Donc j'ai repris les questions qu'on m'a posées, et je vais tenter d'y répondre, et du coup apporter un peu mon expérience. Alors je suis pas un expert, hein, bien évidemment, je n'ai fait qu'un voyage au Japon d'une dizaine de jours, enfin 11 jours pour être précis. Donc ça fait pas de moi un expert, mais par contre, j'ai le point de vue de la personne qui y a été pour la première fois, qui justement n'avait pas y allait avec beaucoup de questions aussi, beaucoup d'interrogations, certaines appréhensions, et au final, voilà, tout s'est bien passé. Et je vais vous faire profiter de mon expérience, de ma toute petite expérience. Ça, je vais y répondre très rapidement. Alors bien sûr, il y a le côté geek, le côté fan d'animation japonaise, de mecha, hein, c'est ce que je disais dans l'intro de mes vidéos. Mais ce que je disais également, c'est que ça remonte à bien plus loin que ça. En fait, je crois que mon premier contact avec on va dire le Japon fantasmé, parce que c'était pas le Japon réel, euh, mon premier contact avec cette culture, en fait c'était ça. Voilà, donc la série Shogun des années 80. Donc j'avais à peine une dizaine d'années lorsque j'ai vu un épisode de Shogun pour la première fois. C'était l'un des premiers épisodes, ça va être le deuxième ou le troisième épisode, j'avais pas vu le premier. Et donc j'ai été vraiment fasciné par ce Japon féodal. Alors aujourd'hui je sais, Japon féodal fantasmé, romancé, caricatural presque, puisque les costumes ne sont pas historiquement corrects. Toutes les femmes japonaises n'étaient pas habillées comme des geishas, tous les samouraïs n'étaient pas forcément en hakama en permanence, voilà. Mais dans le contexte, c'était une série des années 80, mais ça a quand même suscité mon intérêt, et derrière, la série a quand même été tournée au Japon, et j'ai été vraiment fasciné par ces décors, par ces paysages. Mais voilà, ça m'a vraiment fait rêver. Et l'autre point aussi, il faut dire que dans les années 80, à la même période, lorsqu'on parlait high-tech, technologie de pointe, révolution, innovation, c'était le Japon, c'était pas les États-Unis, c'était pas Apple. Donc déjà, j'avais aussi cette fascination d'un pays qui était en avance sur son temps, tout en étant également attiré par le côté historique et féodal du Japon. Donc, c'est caricatural, mais il y avait déjà pour moi cette notion de modernité et tradition. Ce qu'on n'arrête pas de dire aujourd'hui lorsqu'on parle du Japon, moi je le ressentais déjà sans en être vraiment conscient. Bien sûr, après, dans les années 90, il y a eu toute la vague de manga, les Dragon Ball et tout ça, qui m'ont énormément intéressé, et donc ça a rajouté une couche à mon intérêt pour le Japon. Même si moi je suis une génération Albator, hein, donc Albator, Goldorak, tout ça, je regardais, mais je faisais pas le lien avec le Japon à l'époque. J'étais trop jeune.
Et donc, j'ai toujours eu la passion du Japon. J'ai également vécu l'arrivée des consoles de jeux vidéo en France avec des magazines comme Player One, hein, je vous en ai déjà parlé. Et dans Player One, il y avait des pages qui parlaient un petit peu du Japon, des pages qui parlaient des mangas, des animés, des technologies japonaises. Donc ça revient toujours à peu près à la même chose, mais ça a nourri ma fascination pour ce pays. Et j'ai toujours rêvé depuis que je suis gamin d'y aller. Et les années passant, j'ai appris à mieux connaître ce pays, à mieux connaître sa culture et sa façon d'être. Faut savoir que depuis le post-Covid, le tourisme au Japon a explosé. Hein. Le nombre de touristes qui va au Japon ne cesse de croître année après année. Et le Japon s'est adapté, même si on entend dire qu'il a du mal à absorber la quantité de tourisme, et ça j'en reparlerai un petit peu plus loin. Le Japon s'est adapté, il y a plein de choses qui ont changé, et l'une des choses qui a le plus changé par rapport à ce qu'on m'a raconté de personnes qui sont allées au Japon il y a une vingtaine d'années, voire une quinzaine d'années, c'est qu'il y a beaucoup de choses maintenant qui sont traduites en anglais. Il y a beaucoup de panneaux d'affichage, que ce soit dans des panneaux d'information dans les lieux touristiques, que ce soit des panneaux indiquant des directions, les stations de métro, les stations de train. Même les annonces dans les trains pour les stations sont en japonais et en anglais. Donc il y a beaucoup de choses qui facilitent la vie aux touristes. Ensuite, on a également des outils qui facilitent la vie. Hein. Google Traduction, même si c'est pas parfait, ça aide énormément. J'y ai eu recours, et les Japonais y ont recours aussi. Hein. On a eu le cas de Japonais qui, pour se faire comprendre, parlaient en japonais dans leur téléphone, ils nous faisaient la traduction en anglais, pas du temps. Il y a même dans les hôtels, ils ont un petit boîtier exprès qui est dédié à ça, c'est même pas un smartphone, hein, c'est vraiment un truc... ils nous demandent quelle langue on parle, ils programment le truc, ils disent leur phrase, et après ils nous font lire le résultat dans notre langue. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très utilisé là-bas. Après, j'ai fait le parcours du touriste, hein. J'ai fait des grandes villes, Tokyo, Kyoto, Osaka, Hiroshima. Donc en effet, c'est des villes qui ont l'habitude de recevoir du touriste et qui donc se sont adaptées. C'est sûrement pas la même chose lorsqu'on va dans dans la pampa japonaise ou la campagne. Mais en tout cas, pour ces zones qui attirent pas mal de touristes, ne serait-ce que pour un premier voyage, hein, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Moi, j'avais une légère appréhension sur les transports au Japon, parce que déjà, les stations sont écrites la plupart du temps. Alors, mis à part les grosses stations et les terminus, la plupart du temps, les stations sont écrites, en tout cas au niveau des plans, en japonais, bien évidemment. Quand on regarde un plan de métro de Tokyo ou de Kyoto et Osaka, hein, puisque ce sont les principales villes où nous sommes allés, j'avais un peu peur de me tromper. Et en fait, non, c'est très bien fait. C'est très bien fait, même si la moindre petite station de métro, on a l'impression d'être dans une gare moyenne, voire une grande gare en France. C'est très bien fait parce que c'est très bien indiqué. Il y a des couleurs pour chaque ligne. Ça, on a la même chose dans le métro parisien. On a des numéros pour chaque ligne. On a aussi la même chose. Alors, c'est pas des numéros pour les lignes, c'est des lettres. Au Japon, ce sont des lettres. Alors, une ou deux lettres, généralement, qui reprennent le nom de la ligne. Et ensuite, chaque station, de toute manière, même si c'est écrit en japonais, chaque station a un numéro. Imaginons, je vais dire n'importe quoi, je suis à la station numéro 15, on va dire Tokyo, Asakusa, voilà, je suis à la station numéro 15. Je sais que je veux aller dans une direction donnée, je veux aller jusqu'à la station numéro 23. Enfin, je veux aller à un arrêt, je sais que cet arrêt est le numéro 23. De toute manière, même si c'est écrit en japonais, le numéro de la station, lui, il est en écriture occidentale, des chiffres arabes, si je puis dire. Donc, on descend à la bonne station. Hein, on s'est trompé une fois, mais c'est juste parce que nous, on n'avait pas fait attention, on discutait et on a passé la station. On n'était pas dans... C'est pas parce qu'on n'avait pas compris qu'il fallait descendre. Et pareil, lorsque vous êtes sur le quai de la station
vous avez toujours un panneau qui indique cette direction-là, c'est la direction, donc si j'étais à la station 15, bah, j'ai d'un côté la direction 15 à 1, et de l'autre côté, j'ai la direction 15 à 21, par exemple. Donc si je vais aller à la station 17 ou 18, je sais quelle direction je dois prendre. Donc c'est pas très compliqué. Et en plus, encore une fois, on a des outils aujourd'hui sur nos smartphones, c'est le cas, hein, je vous mettrai le lien de ce que j'utilisais, qui m'indiquait clairement je rentrais ma station de départ, ma station d'arrivée, je pouvais également rentrer l'heure, hein, voilà, quelque chose de très classique, et ça me donnait les différents trajets que je pouvais utiliser avec le nombre de changements, les horaires, les prix, et bah, l'organisation japonaise étant ce qu'elle est, également le quai, c'est-à-dire que moi j'ai travaillé sur l'organisation du voyage presque, ouais, presque 10 mois avant vraiment qu'on parte. J'avais le programme, j'avais fait déjà un premier programme léger, puis après beaucoup plus détaillé avec, voilà, on était à tel endroit à tel jour, et l'une des dernières étapes, c'était, bah, on prend tel train à telle heure, à tel endroit, et déjà dans l'application, je savais 10 mois à l'avance que c'est telle station, tel quai. Voilà, donc c'était très facile d'organiser les déplacements. Scène, on l'a pris plusieurs fois. Ça reste impressionnant. Alors impressionnant de par le fait que c'est un train qui est quand même très silencieux. Moi je garde ça, qui est très spacieux, très ponctuel. Ça, il n'y a pas à dire. Mais surtout, au Japon, on prend le Shinkansen, donc, qui est l'équivalent de notre TGV, comme on prend un Transilien, comme on prend un train de banlieue. Il y a un Shinkansen, alors suivant les lignes, il y a un Shinkansen tous les quarts d'heure, on va dire. Bon, après, il faut faire attention, tous les Shinkansen ne s'arrêtent pas à toutes les stations. Certains sont plus ou moins rapides, donc oui, il faut quand même faire attention à ce point-là. Mais vous ratez votre Shinkansen, vous prenez le suivant. C'est pas compliqué. Pourtant, c'est un train à grande vitesse. C'est pas comme en France où vous ratez votre TGV, c'est toute une galère pour pouvoir échanger votre billet. Généralement, vous allez d'abord racheter un autre billet, puis après essayer de faire le nécessaire auprès de la SNCF pour changer votre billet. Au Japon, vous avez raté votre Shinkansen, vous allez à une borne ou à un guichet, vous faites un échange, il n'y a pas de problème, il n'y a pas forcément besoin de réserver ses sièges. Nous, on n'a jamais réservé nos sièges, il y avait toujours de la place. Vous avez le Wi-Fi dans le Shinkansen. Non, vraiment, franchement, les transports au Japon, c'est vraiment top, c'est propre, c'est calme. Pour peu que vous respectiez les règles au Japon, à savoir on parle doucement, on ne téléphone pas, on ne mange pas dans les transports, sauf dans le Shinkansen. Là, on a le droit de manger dans le Shinkansen. Et dans les transports, que ce soit les métros ou les trains, on ne mange pas et on ne téléphone pas dans les transports publics. On a pris les transports une fois à l'heure de pointe. Alors c'est sûr, c'est impressionnant. Et on est un petit peu serré, hein, c'est clair. Hein, Osaka le matin, le deuxième matin, voilà, on était en plein dans le rush. Mais moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'il y a beau avoir du monde, c'est fluide, ça se bouscule pas, c'est une mécanique bien huilée. Hein. Les Japonais qui font la queue pour monter dans le métro, bah là, le train ou le métro ou même le Shinkansen arrive, les portes s'ouvrent, le passage devant les portes est dégagé, il n'y a personne. Il laisse descendre tout le monde, et ensuite, il y a des fils de chaque côté, et chacun rentre dans la rame à son tour. Et c'est pareil, la personne qui rentre dans la rame va pas se planter juste devant la porte, elle va aller au fond jusqu'à ce qu'elle puisse, enfin, jusqu'à la place disponible. Et elle va, pardon, excusez-moi, elle va laisser rentrer les autres, et pareil pour descendre, il n'y a pas de souci. Non, franchement, là-dessus, la discipline japonaise, c'est pas une légende. Généralement, on se prenait quelque chose très rapidement dans un combini pour le repas du midi, donc des sandwichs, des onigiri, des choses assez rapides à manger et grignoter. Et le soir, bah, soit on se trouvait un restaurant, il nous est arrivé également de prendre un bento. Hein. Alors, pour ceux qui ne savent pas, un bento, c'est une boîte avec différents aliments dedans. Généralement, c'est équilibré, c'est sympa. Et on le faisait réchauffer soit au combini, hein, quand vous le prenez, le combini vous demande si, enfin, la personne du combini vous demande si vous le réchauffe ou pas.
Et on allait manger ça dans nos... Je crois que 2 fois on l'a fait, on a été manger ça dans notre chambre d'hôtel. On s'est fait quelques restaurants, beaucoup de ramen. Il y a quand même pas mal de ramen parce que, bah, mine de rien, il y a plein de goûts, de saveurs, de sortes différentes. On a même eu l'occasion de manger à la cantine. Je crois que c'est la dernière journée à Tokyo. On a été visiter l'université de Tokyo, un Todai. Et la cantine est ouverte au public. On peut très bien aller manger à la cantine de l'université, donc c'est ce qu'on a fait. Donc voilà, et surtout pas cher. Comme je l'ai mis dans une de mes vidéos, le premier restaurant qu'on a fait à Kyoto, 4 beaux bols de ramen. En plus, on peut choisir la quantité de nouilles qui va être mis dedans. On peut également, dans certains cas, demander un bouillon plus ou moins gras, plus ou moins épicé, voilà. Pour 4, on s'en est tiré pour une trentaine d'euros. En gros, on mangeait en moyenne pour entre 8 et 10 euros par personne. Le Pocket Wi-Fi, honnêtement, moi j'avais un peu anticipé le truc parce que je savais que le Pocket Wi-Fi on l'avait qu'à notre hôtel le premier jour. Et bah, j'avais peur d'avoir besoin de me connecter sur Internet dès notre atterrissage à Osaka, ne serait-ce que pour vérifier le train. Et on a bien fait, puisque au final, j'avais pris une marge d'erreur assez grande entre le moment où on sortait de l'avion et le moment où on prenait le train. Au final, en une demi-heure, on avait récupéré nos bagages, passé les contrôles aux frontières, récupéré notre JR Pass. Donc j'avais un peu d'avance sur le planning, donc je me suis connecté à Internet et je m'étais pris une eSIM. Alors je vais pas donner de provider parce que j'ai pas de partenariat, je veux pas faire de publicité, mais en gros je crois que j'avais dû payer 14 euros les 30 gigas valables 7 ou 8 jours, je sais plus. Et j'avais vu large parce qu'au final j'ai pas tout consommé, c'est tombé à échéance, hein, c'est-à-dire j'ai perdu des datas, j'ai perdu des gigas que j'ai pas utilisé. Mais le Pocket Wi-Fi, on l'a quasiment pas utilisé, d'abord parce que bah, du coup tout le monde se connectait en partage de connexion sur mon téléphone pour aller sur Internet, et on n'a pas été tant que ça sur Internet en fait. Parce que bah, en journée, moi j'utilisais la connexion bah, pour vérifier les trajets, les cartes et tout ça, je les avais téléchargées sur le téléphone et elles étaient en local. Donc je bouffais pas de data pour ça. Et bah, dans les transports type Shinkansen, comme je vous disais, il y a le Wi-Fi gratuit. La seule chose, c'est qu'il se coupe toutes les demi-heures. À chaque demi-heure, il faut se reconnecter dessus. C'était un peu la seule contrainte. Je dirais pas jusqu'à dire qu'il faut compter sur le Wi-Fi gratuit au Japon pour être tranquille, mais en tout cas, une eSIM, je pense que c'est quand même un peu plus intéressant que le Pocket Wi-Fi, parce que le Pocket Wi-Fi, bah, faut le recharger tous les soirs. Je crois que ça a une autonomie de 6 ou 8 heures. Et surtout, bah, là, moi, je voyais avec celui qu'on avait, il passait en veille. Alors, il passait en veille, mais pas en veille électrique. Il passait en veille s'il n'était pas sollicité, s'il n'était pas connecté à un téléphone pendant un certain temps. Bah, il bloquait le signal, il fallait le ressortir du téléphone, il fallait le ressortir du sac à dos, le réactiver pour qu'ensuite on puisse se reconnecter dessus. Donc c'était pas tip top, vraiment pratique. Au final, je crois que le Pocket Wi-Fi, on l'avait avec un forfait de 50 Go, on a dû utiliser 3 ou 4 Go. Donc après, voilà, c'est à chacun de voir. Mais comme je disais, la contrainte du Pocket Wi-Fi, c'est qu'il faut le recharger. Et donc cette histoire de veille, sachant qu'aujourd'hui, honnêtement, moi le soir, j'avais à recharger mon téléphone, ma montre, parce que j'ai une Apple Watch, ma caméra, parce que même si j'ai énormément filmé au téléphone, j'avais aussi une caméra 360, le téléphone de mon épouse, les enfants avaient leur téléphone, je crois que c'était tout. Les batteries, si, les batteries d'appoint, on avait 2 ou 3 batteries d'appoint pour tenir la journée, hein, les téléphones étant très sollicités pour les films et les photos, bah, ça pouvait aller très vite. Hein. Moi, le mien, il fallait que je le remette sur batterie à peu près à la mi-journée ou en milieu de journée, au milieu d'après-midi. Donc, bah, tout ça, bah, à recharger le soir,
ça allait très vite, hein, même si les chambres d'hôtel ont beaucoup de prises, voire même des prises USB directement, il n'y a pas besoin d'emmener l'adaptateur, enfin le transformateur, pardon. Un appareil de moins à charger, c'est toujours ça de gagner, surtout que le courant au Japon est de 110 volts. Donc si je fais un raccourci très rapide, en France on est à 220 volts. Donc grosso modo, il faut 2 fois plus de temps pour recharger un appareil français, enfin, qui est habitué aux 220 volts, sur le courant au Japon. Voilà, bon après on le faisait de nuit, donc ça posait pas vraiment de problème. On est parti au mois de juillet, ce qui n'est pas forcément conseillé. Maintenant, bon, c'était un peu la période qui était la plus simple pour nous, compte tenu des enfants qui sont encore, enfin, qui étaient encore soit au lycée, soit à l'université, et nos professions, à mon épouse et moi-même. Donc on est parti au juillet, ce qui permettait également de partir 2 semaines ou presque 2 semaines au Japon et de récupérer après pendant une semaine. Se remettre de tout ça parce que mine de rien, ça a été quand même un voyage qui a été super, génial, mais quand même fatigant. Mais par contre, juillet au Japon, c'est très très chaud. Je le savais, on m'avait prévenu, c'est marqué partout, les youtubeurs auxquels je pense ne cessent de le matraquer, mais c'est très chaud. Pour vous donner un ordre d'idée, on va dire qu'on était sur du 27-28 degrés sous abri, mais pour plus de 80% d'humidité. Donc en ressenti, on était sur du 33-35 degrés, très humide, donc en sueur tout de suite. Et surtout, au niveau horaire, le soleil se levait vers 4h30, se couchait vers 19h30, 19h45. Donc lorsqu'on sortait de l'hôtel pour commencer notre journée de visite, et c'était autour des 8h30, 9h. En fait, il fait déjà très chaud. Déjà très chaud. On sort de l'hôtel, on prend une chape de plomb sur la tête, vraiment un coup de bambou à chaque fois. Et ça plusieurs fois par jour, parce qu'à chaque coup qu'on rentre quelque part, enfin en tout cas dans un bâtiment, ou dans un transport, hein, les bus, les trains, les métros, comme je disais, toutes les boutiques, tous les centres commerciaux sont climatisés, donc à chaque coup qu'on ressortait, on se reprenait un bon coup de chaleur derrière la tête. Enfin voilà, faut en prendre conscience lorsqu'on y va l'été. On a eu de la pluie une fois, ça a été mémorable, ça a été à Miyajima, là on s'est pris un bon orage tropical. Alors aujourd'hui on en rigole, sur le moment un peu moins. C'était supportable, hein, c'était pas la catastrophe, enfin pas la catastrophe. Quand on descend une montagne, enfin, c'est pas une montagne, mais c'est quand même pas de l'escalade. Mais donc avec la pluie, une forte chaleur, la luminosité qui commençait à baisser et on était en forêt. Donc tout était glissant, c'est sûr que c'est pas ce qu'il y a de plus agréable, et du coup on a débarqué à l'hôtel, mais on était crado, c'était vraiment pas terrible, quoi. On était poussiéreux, trempé de sueur et par la pluie, franchement, je le souhaite à personne, surtout qu'on arrivait dans un hôtel magnifique, ça était un petit peu la honte, mais on a été très bien accueillis, pas d'a priori, ce qui me permet d'enchaîner. Alors, on n'a pas eu énormément d'interactions avec, comment je pourrais dire ça, avec la population japonaise. Bien sûr, on a eu des interactions avec les personnels des hôtels, avec les magasins, avec pas de choses à redire, quoi. J'ai pas senti d'agressivité, j'ai pas senti de relations froides ou tendues. J'ai pas. Après, c'est peut-être juste qu'ils sont très professionnels, hein, sans doute même. Mais oui, franchement, très gentil, très serviable. Voilà, on a eu des expériences avec dans les restaurants avec les serveurs ou les serveuses. On leur posait une question toute simple, une demande toute simple, et on sentait que c'était fait tout de suite avec gentillesse.
même pour être sûr de ne pas se tromper, il nous faisait répéter, comme je vous disais, dans le traducteur, pour être certain qu'on se comprenait bien. C'était même parfois un peu gênant. Mais là-dessus, pas de problème. J'ai pas senti de stigmatisation parce que j'étais touriste, même dans des zones à forte densité touristique comme Kyoto. Ça, c'est pareil. On va en parler sur le point suivant là, du surtourisme. Je m'attendais, avec ce que j'avais vu et lu, à peut-être des coins où on sentirait la population agacée par le flot de touristes. Et en fait, non, je l'ai pas du tout ressenti. Avant de partir, j'étais resté sur ces images de rues de Kyoto, blindées de monde, où on avait un peu l'impression d'être dans le métro parisien, à marcher à petits pas, sans vraiment pouvoir profiter du cadre, ou alors de devoir attendre plusieurs minutes, plusieurs longues minutes, avant de pouvoir prendre une photo dans des conditions intéressantes. Et je parle pas de photos d'Instagram, hein, je parle vraiment de faire une photo de touriste, prendre une photo d'un monument, prendre une photo par exemple du pavillon doré, ou même une enfilade de torii au Fujimi Inari, ou devoir attendre pour prendre une photo d'Hachiko, enfin de la statue d'Hachiko à Shibuya, et de ne pas pouvoir prendre la statue toute seule parce que ça allait s'enchaîner les gens qui faisaient la queue pour être pris en photo à côté de la statue. Franchement, je m'attendais à ça, et ou on a eu beaucoup de chance, ou alors c'est exagéré, mais honnêtement, je vais pas dire qu'il y a eu personne. C'est des zones touristiques et les gens sont en vacances. On a croisé pas mal de Français d'ailleurs, mais c'était pas le raz-de-marée de gens auxquels je m'attendais. Franchement, on est arrivé au pavillon doré, il devait être entre 9h30 et 10h. On est rentré donc dans le temple. J'ai entendu beaucoup de voix, donc en effet, je me suis dit, ok, c'est bon, c'est blindé de monde. Et quand on est arrivé, bah oui, il y avait un groupe de personnes qui se prenaient en photo. Mais on est arrivé, c'était, j'ai envie de dire, c'était aéré. On n'était pas les uns sur les autres. Je suis arrivé, j'ai vu le pavillon doré tout de suite. Alors après l'émerveillement et le moment d'émotion, j'ai sorti le téléphone et j'ai fait ma photo, mais j'ai pas eu à me frayer, à m'embêter pour cadrer, pour faire une photo avec vraiment personne dessus. Vous voyez les vidéos que j'ai fait. Avec les vidéos, on peut moins tricher qu'avec une photo. J'ai pas eu à vraiment me casser la tête pour faire des plans de vidéo sans trop de monde dessus. C'était pas désert, c'est sûr, mais c'était pas étouffant, c'était pas oppressant de monde. Fujimi Inari, très souvent on dit qu'il faut attendre pour faire sa photo parce que chacun fait sa photo Instagram où il est seul sous les torii, mais du coup tout le monde attend derrière pour faire la même. Idem pour la forêt de bambou de Sagano, donc à Kyoto. J'avais même au début pas du tout prévu d'y aller. J'avais prévu d'aller dans une autre bambouseraie qui était moins connue a priori, un peu plus petite mais moins connue, donc pour éviter la foule. Et au final, que ce soit donc ces fameuses rues à Kyoto, donc le quartier Gion, ou la rue qui est en face de la pagode, oui, il y avait du monde, mais c'était pas noir de monde. J'ai pu faire des photos sans problème, j'ai pu me promener sans jouer des coudes pour réussir à me faufiler. Franchement, ça a été agréable. Et en sortant d'un des temples, à Kyoto, on s'est retrouvé à l'entrée de la bambouseraie, donc la forêt de bambou de Sagano. C'était pas désert, mais c'était pas noir de monde. Du coup, on y a été, puis on a fait quelques mètres, et là, oui, franchement, on pouvait faire des photos sans personne autour, sans bloquer, parce qu'en effet, il y a un autre phénomène aussi que j'ai remarqué sur plusieurs sites, c'est que les gens, sans porter aucun jugement, même si j'en pense pas moins, je le cache pas, sont à l'entrée ou sur les premiers mètres du site, notamment, je recite les mêmes exemples habituels, à savoir le pavillon d'or, la forêt de bambou, le Fujimi Inari ou d'autres choses comme ça. Ils vont faire leurs photos, ils vont en passer un petit peu de temps, mais ils vont pas forcément visiter le lieu complet.
Alors peut-être parce qu'ils ont une liste de trucs à voir sur la journée qui était encore plus longue que la mienne. Ce qui fait que quand on rentre sur le site et qu'on va un petit peu plus loin, bah au final, c'est là qu'on peut faire notre photo avec 100 personnes autour et sans embêter qui que ce soit, du coup. Et donc j'ai pu faire de belles photos et de belles prises de vue, en tout cas à mon niveau, que ce soit au Fujimi Inari, où j'ai pu faire des photos super sympas de ma fille et faire quelques prises de vue vraiment cool. Et pareil à la forêt de bambou, sans pour autant bloquer les gens derrière moi qui attendaient pour pouvoir passer et continuer leur visite, ou même faire leurs photos également. Maintenant, est-ce que c'est si j'y retournais à l'époque des cerisiers, ou alors à l'automne, au moment où les feuilles commencent à rougir, ce sera sûrement pas la même la même sauce, hein, il y aura sans doute beaucoup plus de monde, mais voilà. Alors, je me suis un petit peu attardé sur ce point-là, mais c'est vrai que ça a été l'une des surprises. Enfin, c'est, comment dire, oui, l'une des surprises entre ce à quoi je m'attendais et la réalité. Oui, il faut partir avec de l'argent liquide, d'autant plus si vous avez prévu d'aller dans des petits commerces ou certains restaurants, certains izakaya, où en effet, là, ils vont favoriser fortement l'argent liquide. Les entrées des temples sont, et des parcs sont la plupart du temps en liquide. Alors nous, la carte de transport, la fameuse Suica ou Passmo ou Icoca, ça dépend où est-ce que vous la prenez. Nous, on l'avait en dématérialisé parce qu'on a des iPhones de chez Apple et on a la possibilité d'avoir la carte en dématérialisé. Donc l'avantage, c'est que du coup, on la rechargeait à la volée. On n'avait pas besoin de prendre un guichet pour recharger la carte dès qu'on voyait qu'on commençait à être un peu bas sur notre carte de transport. Je rappelle pour ceux qui ne savent pas, hein, la Suica, c'est la carte qui permet de payer les transports au Japon sur l'ensemble du territoire. Même si chaque carte est rattachée à une région pour l'obtenir, l'utilisation, elle est valable sur l'ensemble du territoire. Donc par exemple, pour payer le métro à Tokyo ou certains transports dans le tramway, par exemple, à Kyoto, excusez-moi, je cherchais, qui n'était pas couvert par le JR Pass, puisque exploité par d'autres entreprises que par JR, donc Japan Rail, on utilisait la Suica et il n'y avait aucun souci de ce côté-là, mais on peut également l'utiliser, par exemple, pour les distributeurs de boissons, on peut utiliser la Suica plutôt que du liquide. Dans certains magasins également, on peut payer les souvenirs et d'autres éléments avec la Suica. Donc c'est quand même assez pratique. Et c'est pas du liquide. Donc déjà, ça, ils sont habitués à ça. Mais la carte bleue se démocratise de plus en plus, même si encore une fois, c'est pas pris partout. Il y a encore certaines zones où, comme je vous disais, des parcs, des temples, les châteaux, je me souviens plus. On a la visite de Himeji, je sais plus si on a payé par carte ou en liquide. Mais donc, du liquide, il en faut. Mais dire que c'est le pays que du liquide, non, ce n'est plus vrai, en tout cas. On en a vu. On a vu des poubelles, que ce soit... alors on en a vu dans la grande rue Dandobori à Osaka. Donc au milieu de la route, enfin au milieu de la grande allée principale, il y avait 3 poubelles, hein, du recyclage, suivant ce qu'on avait acheté, bouteilles en plastique ou autre. Il y a des poubelles à côté de... Alors c'est pas systématique, mais très souvent quand même, il y a des poubelles à côté des distributeurs de boissons. Mais par contre, c'est vrai que parfois elles étaient déjà pleines, donc prévoir de se trimballer les déchets sur soi jusqu'à son retour à son hôtel. Nous, on ne s'est pas embêté avec nos bagages. Ce qui se fait énormément et que les Japonais font, et c'est pour ça que dans le Shinkansen, il n'y a pas beaucoup d'emplacements pour les valises, c'est que les Japonais se déplacent la plupart du temps, ils vont prendre le train pour aller de leur lieu de résidence à leur hôtel, ou alors si c'est l'itinérance d'hôtel en hôtel, ils vont en effet prendre les transports pour passer d'un lieu à l'autre, mais ils vont faire envoyer leurs valises par un service, je crois que c'était un service postal avant, mais qui est tellement efficace qu'il fait aussi de l'envoi de valises. Et nous, c'est ce qu'on a fait. Pour vous donner un ordre d'idée,
on avait 2 grosses valises et 2 moyennes valises, hein, on était 4. Je crois que ça nous était revenu à une 50aine d'euros en moyenne, parce que comme ça tient compte de la distance, alors évidemment, Osaka-Kyoto, c'est moins loin que Kyoto-Tokyo. Donc c'était pas le même prix, mais je crois que grosso modo, ça nous est revenu à une 50aine d'euros chaque envoi pour les 4 valises. Donc c'est une petite somme, mais comparé au confort de ne pas avoir se trimballer les valises pendant 2 jours, c'est vraiment pas cher payé et c'est hyper fiable. Franchement, pour faire ce trajet-là, ça prend une journée. Bah, dans les hôtels, tout le nécessaire de toilette était fourni. Et quand je vous dis tout le nécessaire, c'est vraiment tout. Il y avait évidemment le savon, le shampoing et l'après-shampoing, systématiquement dans tous les hôtels. Mais on avait également à volonté, hein, c'est dans le hall de l'hôtel où vous servez, les brosses à dents, les brosses à cheveux, la crème pour le visage, la crème pour le corps, le lait démaquillant. Au-delà de ça, il y avait aussi plusieurs sortes de thé, du sucre, vraiment des tas de choses à disposition. Comme je vous l'avais dit, je rêvais d'aller au Japon depuis presque 40 ans. Donc le risque qu'il y avait et la peur que j'avais un peu, c'est d'avoir idéalisé le Japon et au final d'y être déçu. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Après, j'ai fait un voyage. Moi, je trouve que j'ai pu enchaîner du culturel avec du geek pour faire vraiment très caricatural, mais c'est vraiment ça. On a commencé avec du culturel, même s'il y a eu un peu de geek le premier soir, puisque je suis tombé sur un magasin Square Enix temporaire dans les rues d'Osaka, mais voilà, on a commencé par des temples, après on a fait des sanctuaires, on a fait des lieux au milieu de la nature. Et c'est vraiment les derniers jours qu'on s'est retrouvés à Tokyo, où là, c'était les bâtiments, c'était la modernité vraiment, mais là, partout. Quoique, j'ai eu également à Tokyo des surprises où on était au milieu de la ville, puis d'un seul coup, il y avait un parc tellement grand avec un temple au milieu, on a oublié qu'on était au milieu de Tokyo. Franchement, on n'avait plus l'impression d'être au milieu d'une grande ville. Mais voilà, j'ai vraiment vu plusieurs facettes du Japon. Il y a certaines choses qui correspondaient pas forcément à l'idée que je m'en faisais. Pour citer la plus simple, Shibuya Crossing, donc le fameux passage piéton hyper connu qu'on voit dans tous les films et autres. Quand on est arrivé, honnêtement même, je suis arrivé sur le Shibuya Crossing plus tôt que ce que je pensais, et quand j'ai repris mon application de localisation pour regarder où est-ce qu'on était, on est au Shibuya Crossing, on m'avait prévenu que c'était plus petit que ce que l'on voyait en photo. En effet, oui, c'était beaucoup plus petit, j'avais même un carrefour plus grand devant mon hôtel à Osaka. Parce qu'à chaque fois on nous le montre vu de haut avec un objectif grand angle, donc on a l'impression que le truc il est immense. Alors ça reste impressionnant quand même, hein, voilà, ne serait-ce que parce que voilà, il est hyper célèbre. Après nous, dans notre chance, on n'a pas eu de chance parce que comme je vous disais, on n'était pas dans la foule, donc même au moment où les gens traversaient au Shibuya Crossing, on était en milieu de matinée, il n'y avait pas grand monde, donc même ce côté-là un peu impressionnant côté foule, on l'a pas eu. Je vous mettrai dans la description les applications que j'ai utilisées sur mon téléphone. Alors, il n'y en a pas énormément, hein. Il y a Google Trad, il y a l'application pour tout ce qui est planification des trajets en train. J'ai aussi pas mal utilisé pour préparer le voyage, j'ai utilisé Maps, Google Maps, My Maps pour être précis, où là j'ai pu générer des trajets, mettre des points de lieux que je voulais absolument visiter, et ensuite ça je l'ai exporté sous un certain format que j'ai réimporté dans une autre application sur mon téléphone qui s'appelle maps.eu,
Et l'avantage de math.eu, en version gratuite, je crois que vous pouvez télécharger une dizaine de cartes. Donc les zones où j'étais au Japon, je les avais donc téléchargées en local sur mon téléphone. Et on peut ensuite télécharger les cartes qu'on a générées sur MyMaps, ce qui fait un calque supplémentaire avec donc les trajets ou les points qu'on veut visiter. Et après, ça fait comme un GPS, quoi. On sélectionne le point qu'on veut aller sur l'application et on est guidé jusqu'à l'endroit où on veut aller. Donc c'est un peu pour ça que je bouffais beaucoup de batterie sur mon téléphone, parce que ça, je m'en suis énormément servi. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Si vous avez d'autres questions concernant ce voyage au Japon, n'hésitez pas à les poser dans la zone commentaire, hein, c'est là pour ça. Encore une fois, je suis pas un expert, je peux vous partager mon expérience. Il y a certaines choses que je n'ai pas abordées, comme par exemple la taxe free, à savoir que lorsqu'on est touriste au Japon, sur présentation du passeport et sous certaines conditions, on ne paye donc pas la taxe de 10% sur les achats. Alors ça, je ne l'ai pas abordé parce que c'est quelque chose qui va évoluer, qui va changer dans les mois à venir, et le Japon même réfléchit à carrément supprimer cette taxe free au niveau national pour les touristes. Alors l'autre point également que je n'ai pas précisé, et je le dis quand même, c'est que moi, ce voyage, bien évidemment, j'ai fait tout le programme, hein, c'est presque 1 an de travail, parce que je me suis mis vraiment une énorme pression parce que j'étais pas tout seul à ce voyage, hein, j'ai emmené toute ma famille, donc je voulais que ça plaise à tout le monde et je voulais que ça soit vraiment réglé comme du papier à musique, que tout s'enchaîne parfaitement, que ça soit sympa. Alors c'était dense, ça c'est sûr, mais tout le canevas, à savoir on est à cette ville, à cet instant-là, pendant tant de jours, dans tel hôtel, et ensuite on va à tel hôtel, tout ça a été fait par l'agence de voyage. L'agence de voyage à laquelle je me suis adressé, c'est Asia.fr. Je vais pas dénigrer les autres agences, mais disons que c'est l'une des rares agences, quand je leur ai présenté mon budget et ce que je voulais faire, qui m'ont fait une proposition, déjà qui m'ont fait une proposition, et 2 qui m'ont fait une proposition qui était vraiment top. Enfin, la personne qui s'est occupée de mon dossier a vraiment été tip top, dispo, a répondu à toutes les questions. Si vous voulez que je vous communique ses coordonnées et plus de détails sur l'agence, pareil, demandez-les-moi en commentaire et je vous répondrai de manière plus confidentielle, parce que j'ai pas envie de diffuser ça de manière publique pour pas que la personne soit embêtée ou sollicitée à tort et à travers, hein, parce que voilà, c'est quelqu'un qui a été très compétent et je voudrais pas lui porter préjudice. J'ai pas de partenariat, j'ai pas de réduction non plus si j'en parle, parce que je vais pas partir avec eux en voyage avant un petit moment quand même. Mais voilà, par contre, quand les choses vont bien, je tiens à le dire, j'ai pas eu de problème particulier pendant ce voyage, donc voilà, je vous conseille, si vous avez pas aujourd'hui vous ne savez pas à qui vous adresser pour votre voyage au Japon, que vous voulez vous faire épauler, Asia.fr, moi j'ai eu une très bonne expérience, il y en a peut-être d'autres, hein, mais en tout cas, moi là, je vous conseille celle-là, j'ai pas eu de soucis. Voilà, cette fois-ci j'en ai fini, ça a été un peu long, mais bon, le sujet était assez vaste, je reste à votre disposition si vous avez des questions, j'y répondrai selon mes connaissances et mon expérience, donc j'ai pas réponse à tout, et j'ai pas non plus tous les détails. En attendant, je vous souhaite une bonne continuation, parce que j'allais vous dire de bonnes fins de vacances, mais quand cette vidéo sera publiée, je pense que les vacances seront terminées depuis un petit moment. Donc bonne continuation et je vous dis à bientôt. Ciao!